Salut les quatrièmes. Alors, donc il est temps de commencer l'extrait 5 du Barbier de Séville. Bon, avant ça, évidemment, je suis pas poli. J'espère que la première semaine de confinement s'est bien passée. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous travaillez quand même un petit peu, que, voilà, que vous avez un peu organisé votre temps de sorte à ce que ces quelques semaines se passent du mieux possible, le mieux possible. Un peu de boulot, un peu de détente, un peu de sport si vous pouvez, même à l'intérieur, voilà, mangez pas trop, toussez dans votre coude, etc., etc., etc. Bref, voilà. Moi, comme vous voyez, tout roule, tout va bien. Donc, allez, on est parti. Donc, Beaumarchais, extrait 5, dont vous aurez le cours. Le cours en version PDF, en version doc sur Pronote. Avant cela, donc quelques rappels de consignes. Parce qu'il faut toujours répéter. Je vous rappelle donc que le cours que je vous envoie dans un PDF ou en doc sur Pronote, il faut le recopier sur votre cahier. Titre en rouge, le reste en bleu. Voilà, il y a des sections en vert, comme je vous l'ai déjà dit, sur ces documents que je vous mets à disposition sur Pronote. Tout ce qui est écrit en vert, il n'est pas nécessaire de le recopier. D'accord. Vous pouvez si ça vous aide, mais voilà, c'est pas nécessaire. Donc faites ça proprement, soigneusement, avec application, je relèverai les cahiers. Ensuite, oui, avant que je n'oublie, cette semaine, fin de semaine je pense, jeudi, vendredi, donc je vous donnerai un premier chapitre à lire du château de Pictordu de George Sand. Pour ceux qui l'ont déjà, le livre, très bien, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, donc je vous mettrai le chapitre en ligne. Voilà, donc comme ça tout le monde pourra lire, personne n'aura d'excuses, ce sera merveilleux. Et puis je verrai, je vous mettrai une ou deux petites consignes, quelque chose à faire bien évidemment, mais voilà, de la lecture pour la fin de semaine. Autre chose, oui, le cours qui va arriver est assez important pour moi dans l'année, donc je vous inquiétez pas si vous comprenez pas tout, voilà, je reviendrai dessus, hein, bien sûr, quand nous nous reverrons face à face. Je vais également vous remettre dans Pronote le lien YouTube pour aller regarder la pièce, je vous le remettrai. Voilà, je vous conseille d'aller voir l'acte 4, hein, tout simplement, avec sur les genoux la pièce, si vous l'avez, bien évidemment. Ça vous fera passer du temps, hein, voilà, c'est pas comme si vous étiez super débordé, je pense. Oui, vous allez voir également que le cours, la 5, va vous demander d'aller jeter un petit coup d'œil dans les chapitres et les documents précédents. Donc bon, je commence, hein, il y a déjà 3 minutes qui sont passées. Donc, extrait 5, nous allons étudier... En fait, on ne va pas vraiment étudier le dénouement, c'est-à-dire la fin de la pièce, hein, l'acte 4, parce qu'en fait, on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que tout va bien se terminer, le comte va faire des bisous avec Rosine, Bartholo va l'avoir dans l'os, si j'ose dire, et tout est bien qui finit bien, et ils auront peut-être de nombreux enfants. Donc, pas de suspense, quoi, rien, tout simplement. Donc à quoi ça sert à quoi elle sert cette pièce, quoi, vu que en fait depuis le début on sait que c'était une comédie, on se doutait que ça allait bien se terminer. Donc à quoi ça sert? Pourquoi regarder cette pièce? Donc nous allons voir ça en 3 parties. La première sera une activité. La deuxième sera un vrai morceau de cours et un rappel du chapitre sur la lumière. Et la troisième partie sera un rappel aussi sur l'essentiel du langage théâtral. Donc, grand 1, Beaumarchais, ça va vous rappeler des souvenirs, un moraliste. C'est là que je vous demande une petite activité. Donc, sur feuille, vous allez me rédiger un paragraphe. Un paragraphe pour tout d'abord répondre à cette question. Beaumarchais est-il un moraliste? La réponse est oui, bien évidemment. Vous allez donc construire ce paragraphe étape par étape,
tout d'abord, avec une première phrase, vous allez me répondre à cette question toute bête, Beaumarchais est le moraliste, puis vous allez me rappeler la définition, qu'est-ce que c'est un moraliste, puis vous allez m'expliquer dans une troisième et une quatrième phrase en quoi Beaumarchais fait un travail de moraliste dans cette pièce. Donc il va falloir jeter un coup d'œil dans le chapitre 2, sans doute, là où nous avons étudié les moralistes. Hein, voilà. Puis il va falloir plonger dans la pièce, dans l'œuvre, pour aller chercher des citations, pour me montrer en effet que Beaumarchais observe la société, analyse le comportement des gens avec lesquels il vit. Voilà, il jette un regard sur la société, c'est la définition que nous avons donnée des moralistes, et il pratique également le placere et docere. Voilà, donc je vous renvoie à votre cours. Je vous renvoie également à l'exemple que je vous ai donné dans le document. Vous avez donc les consignes, vous avez un exemple. J'espère que c'est relativement clair. Si ça ne l'est pas, ne vous inquiétez pas, on reverra ça. En fait, ce que j'essaie de vous faire faire là, c'est ce qu'on appelle une réponse vraiment développée, un paragraphe argumenté. Je travaille ça en français, je sais qu'en cours d'histoire-géographie, souvent vous le travaillez aussi. Donc c'est vraiment un morceau important. Essayez de réaliser ça en vous aidant de mon exemple sur une feuille. Moi, je vous donnerai une correction et on reprendra ça en cours. Et voilà. Et donc pour vous aider, bien sûr, c'est le cours sur les moralistes, le modèle que je vous ai en large partie déjà tapé dans le document que je vais vous donner sur Pronote. Grand 2. Beaumarchais, un héritier des Lumières. Ben ouais. Le Barbier de Séville, le Barbier de Séville a été écrit, si mes souvenirs sont bons, en 1773 ou 74, quelque chose comme ça. Donc Beaumarchais a lu les Lumières, il a lu Rousseau, il a lu Diderot, il a lu Montesquieu et il a bien entendu lu Voltaire. Il a tellement lu Voltaire qu'il l'a publié, il a lui-même édité les œuvres complètes de Voltaire. Ça, je vous l'avais dit en cours. Donc, Beaumarchais, un héritier des Lumières, ça veut dire quoi déjà héritier? On a Lumière, on va le rappeler, mais un héritier, ça veut dire que Beaumarchais, il a lu les philosophes des Lumières, il les a compris. En tout cas, il en a compris beaucoup de choses. Et il a décidé de prendre ces idées et de faire un peu comme Diderot avec l'encyclopédie, de communiquer les idées des Lumières au plus grand nombre. Et pour ça, quoi de mieux que le théâtre? Voilà. Puisque c'est le dernier point, puisque je l'aborde là dans la vidéo, c'est le dernier point du Grand 2, mais Beaumarchais est un héritier des Lumières parce qu'il communique les idées des Lumières. Il les communique. Et de façon très efficace, vu qu'il réalise des pièces qui sont trempées dans les idées des Lumières. Et communiquer ces idées au plus grand nombre était une des missions des philosophes des Lumières. Je vous renvoie à Diderot, à l'encyclopédie, à la communication des idées, au partage de ces idées au plus grand nombre. Donc Beaumarchais héritier des Lumières pour essentiellement, on ne va pas trop s'éterniser non plus, 3 raisons. Une de celles-ci, c'était la communication de ces idées. Et les 2 autres raisons, il y en a une qu'on a déjà abordée, c'est le fait que Beaumarchais, grâce au personnage de Figaro, essaie de bousculer, essaie de briser, essaie de casser un peu cette société d'ordre. Vous savez, le triangle, la pyramide, là, avec, donc au sommet, c'est un trou. La noblesse, l'aristocratie, aristocratie au sommet, aristocratie au clergé, et en dessous, donc, le tiers-état. Je vous rappelle que c'était donc 3 ordres, je vous renvoie à votre cours d'histoire, 3 ordres avec une justice différente, avec des droits et des devoirs différents, et notamment, je vous rappelle que le tiers-état payait des impôts, et l'aristocratie et le haut clergé, non, par exemple. Mais bon, ça c'est dans votre cours d'histoire et de français. Non, je vous rappelle que, en effet, Figaro est l'exemple même de l'homme qui critique la société d'ordre. Il est bourré de talent, il sait écrire, il sait chanter, il parle bien, il a voyagé, c'est un barbier, c'est un chirurgien, c'est un apothicaire. Bref, il sait faire énormément de choses. Comment ça se fait qu'un homme avec autant de talent
vivent un peu comme ça dans la misère et doivent aller d'un travail à un autre et tout. Et comment ça se fait? Ben, c'est parce que la société de l'époque n'est pas une société qui valorise le talent ou le mérite. C'est une société d'ordre. Voilà. Et donc, Figaro est né dans le tiers-état. Il est condamné à la pauvreté. Le comte, lui, est né dans l'aristocratie. Même si c'est un naze, même si c'est un incapable, même si c'est un incompétent, même si c'est un feignant, eh bien, sa vie est déjà un peu tracée. Ben voilà. Donc c'est une inégalité de naissance, ici que conteste Beaumarchais. D'ailleurs, vous vous en souvenez, c'est la réplique de Figaro, vous savez, dans l'acte 1, aux qualités qu'on attend dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Voilà, donc la critique de la société d'ordre, c'est l'idée de Voltaire, c'est le rêve d'une société où les rôles peuvent s'inverser. Vous vous souvenez de ça? C'était le texte de Voltaire dans le document 3 du chapitre 3, il me semble. Le fait que, il faut qu'il y ait des cardinaux, faut qu'il y ait des seigneurs, il faut qu'il y ait des domestiques, il faut des cuisiniers. Mais il faut que le cuisinier puisse devenir, s'il le mérite, seigneur ou cardinal. Et si jamais le seigneur ou le cardinal est un imbécile, un incapable, il doit pouvoir descendre au rang de cuisinier. Voilà. Donc, le rêve d'une société voltairienne, basée sur le mérite, sur la compétence, sur le travail. Voilà. La deuxième raison pour laquelle Beaumarchais est un héritier des Lumières, c'est la place qu'il donne et l'image qu'il donne de la femme. Et oui, dans sa pièce, Rosine. Rosine, c'est une femme qui veut se libérer. C'est une femme qui refuse le mariage arrangé. C'est une femme qui veut épouser un homme qu'elle aime. C'est une femme qui veut quitter la domination masculine. C'est une femme qui est rusée. C'est une femme qui est talentueuse. Et Rosine est l'image de cette femme nouvelle, en fait. La femme que nos sociétés européennes vont construire tout au long du 19e et du 20e siècle. Elle est l'image de presque... Dans l'idéal, si on pousse la chose, c'est l'image de la femme d'aujourd'hui, mesdemoiselles, la femme que vous aspirez à être, c'est-à-dire libre, indépendante et traitée à égalité avec vos compagnons, les hommes, tout simplement. Donc je vous renvoie à mon cours, encore une fois, parce que je vois que le temps passe. Et la troisième raison pour laquelle Beaumarchais est un héritier des Lumières, c'est parce que donc il communique les idées des Lumières. Enfin, le grand 3, le langage théâtral, les spécificités du langage théâtral. Le théâtre, ça ne fonctionne pas comme... on n'écrit pas du théâtre comme on écrit un roman, on n'écrit pas du théâtre comme on écrit de la poésie ou autre chose. Donc je vous ai déjà parlé de la fameuse double communication théâtrale. Le fait qu'au théâtre, on a l'impression que les personnages se parlent les uns avec les autres, A par la B, B par la A, mais en fait, c'est une illusion. En fait, A et B parlent, échangent des répliques, mais ces répliques, ces paroles, ces monologues, ces apartés sont destinés au public, à vous. Et ça, c'est très important. C'est très important, on fera un dessin, je vous les réexpliquerai. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le théâtre essaie de donner l'illusion que les répliques sont spontanées, elles sont sur le vif, ça ressemble un peu à une vraie conversation, quoi, un vrai échange, et tic et tac, vous savez, comme un échange, bam, bam, bam. Une sorte de, des répliques naturelles, quoi. Alors je sais que ce n'est pas l'effet que ça vous fait, parce qu'on étudie du théâtre du XVIIIe siècle, donc le langage utilisé vous paraît extrêmement étrange, il ne vous est pas du tout familier, bien évidemment. Mais dites-vous que dans les films et les séries, aujourd'hui, c'est la même chose. Prenez une conversation typique de potes qui se croisent aujourd'hui. Conversation mec A, mec B. Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, quoi de neuf? Ouais, rien du tout, le confinement. Ok, cool. Ça, c'est une conversation dans la réalité. Super chiant. Si on était dans un film, si on était dans une série, ou dans une pièce de théâtre moderne, les répliques de A et de B seraient pensées, seraient construites, seraient écrites pour ressembler à des répliques de la réalité. Mais elles seraient en fait beaucoup plus riches. Et ça donne un truc comme ça. Salut Brian,
Alors, comment ça va? Pas trop dur le confinement avec ta femme et tes 2 enfants? Ah ben non, tout va bien. Gwendoline est en pleine forme. Et Kevin et Kevina peuvent continuer à jouer au foot dans le jardin. C'est trop bien. Voilà. Vous voyez? Ça a l'air à peu près réaliste, à peu près crédible hein, comme réplique. Mais on a eu tout un tas d'informations. Notamment les noms des personnages, Kevin, Kevina, je ne sais pas quel nom j'ai utilisé, la situation familiale de chacun, etc. etc. Voilà. Bon là, je ne l'ai pas forcément très bien fait, je le referai mieux en cours. Voilà, on le reverra. Donc souvenez-vous que les répliques théâtrales ont l'air spontanées, orales, naturelles. En fait, ce n'est qu'une illusion. Les répliques au théâtre, la parole théâtrale, elle est écrite, elle est pensée, elle est réfléchie par le dramaturge pour donner l'illusion d'une situation orale, réelle, voilà, le truc qui se passe sur scène, mais en fait, tout ça est fait pour vous, public. Voilà. Conclusion, et je crois qu'après j'en aurai terminé, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce cours? Tout d'abord, on aura étudié la méthode du paragraphe argumenté. C'est l'activité que je vous ai donnée dans le grand 1. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'appelle un paragraphe. Regardez. Oh, un paragraphe. Un paragraphe, c'est quoi? Un paragraphe, vous voyez, c'est... D'abord, ça commence par ce qu'on appelle un alinéa. C'est-à-dire, vous avancez de 3 ou 4 carreaux pour commencer votre première ligne, pour commencer votre paragraphe. Vous vous éloignez de la marge de 3 ou 4 carreaux. Hop. Et puis après, vous écrivez. Hop. Et vous n'allez à la ligne que quand vous êtes au bout donc de la page, hein, tout simplement. Et vous écrivez comme ça un bloc, hein, voilà, une dizaine de lignes. Hein, et vous ne vous arrêtez que lorsque voilà, vous avez appliqué les 5 consignes que je vous ai données. Donc voilà, de façon schématique, à quoi devra ressembler votre paragraphe. Donc, méthode du paragraphe argumenté, j'y reviendrai. Beaumarchais, un moraliste. Et oui, c'est un héritier de Molière, bien évidemment. Hein, un héritier de Molière. Je vous renvoie au chapitre 2. Voilà. Et Beaumarchais, bien sûr, un héritier des Lumières. C'est super important. Allez rejeter un coup d'œil au chapitre des Lumières. Refeuilletez-le un petit peu, ne serait-ce que le document 3 du chapitre 3 avec le petit texte de Rousseau, le petit texte de Voltaire. Et bien sûr, les spécificités du langage théâtral. Cette fameuse double communication, hein, voilà, au théâtre. Et le fait que les répliques semblent spontanées, semblent crédibles, semblent réalistes, mais en fait elles sont travaillées, elles sont pensées, elles sont bien sûr écrites par le dramaturge. Bon, mais c'était long les enfants, hein. On est à 17 minutes 33, 34, donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, travaillez bien, essayez de faire de votre mieux, prenez le cours soigneusement, faites l'activité du grand 1 sur feuille, faites de votre mieux, et attention aux fautes. Allez, ciao.